Dans cet épisode, Joey continue son voyage à travers le district de Tissi. Elle s'immergera dans le monde étonnant des arts anciens de la région. De l'architecture à la calligraphie, c'est un paradis pour les âmes créatives, où les sculpteurs sur bois et les fabricants d'encre vivent et respirent leur art. Bonjour, beau paysage derrière moi, non? Je suis dans la ville de Xuancheng, dans la province de l'Anhui. Plus précisément, je suis ici dans le district de Tissi. Derrière moi, c'est le village de Longchuan qui est considéré comme le berceau de la culture locale. Je suis Che, bienvenue dans Carnet de route. La culture locale trouve son origine dans l'ancienne région de Huizhou qui inclut Tissi. C'est une société qui met l'accent sur les liens familiaux, la pensée confucéenne et le commerce. Certains de ces éléments ont traversé les époques jusqu'aujourd'hui et se manifestent dans des villages comme Longchuan, surtout à travers les coutumes et l'architecture. Se promener à Longchuan, c'est comme tomber dans une aquarelle, remonter dans le passé. En fait, ce fabuleux endroit niché dans la campagne à 12 km à l'est du centre-ville de Tissi est vieux de plus de 1600 ans. Les premiers habitants de Longchuan sont de la famille Ru, et beaucoup de leurs constructions d'alors sont encore debout aujourd'hui. Bien sûr, les murs blancs traditionnels, les toits gris et les décorations à la fois somptueuses et délicates doivent être régulièrement restaurés. Joey jette un coup d'œil à l'intérieur du temple des ancêtres des Ru, érigé pour accueillir les réunions du clan et les rites. Sur les rives pavées de Longchuan, Joey fait des haltes de temps en temps pour admirer les beaux paysages. L'architecture locale a probablement l'un des styles les plus distinctifs de la Chine. Il est clairement représenté dans des endroits comme les maisons, les temples des ancêtres et les portiques d'honneur comme celui-ci. Il a été restauré, mais celui qui est là-bas a gardé toute sa gloire d'origine. Les portiques d'honneur sont souvent construits en reconnaissance des réalisations de quelqu'un. Généralement, plus les réalisations sont grandes, plus le portique sera grand et plus sa conception sera élaborée. Celui-ci a été construit il y a 450 ans en l'honneur d'un homme appelé Hu Tongshan. Il était célèbre parce qu'il était un officier militaire de haut rang et qu'il avait dirigé les forces armées et vaincu les pirates japonais sur la côte est de la Chine. Il vivait dans ce village et on verra sa résidence plus tard. En attendant, Joey suit le courant. Cela semble être le mode de vie adopté par les gens de Longchuan, avec le temps qui s'écoule lentement. Les minutes deviennent des heures, les jours deviennent des mois, des années deviennent des siècles, et pourtant ces bâtiments résistent. Joey décide de se perdre dans ce dédale de ruelles moussues pour retrouver les temps anciens. Avec des montagnes couvertes de brume en arrière-plan, Longchuan est un sanctuaire de sérénité. Comme le village a survécu à tant de dynasties, c'est aussi un microcosme vivant de l'histoire chinoise. À la lisière du village, Joey tombe sur l'endroit qu'elle comptait nous faire visiter. C'est un complexe résidentiel construit au XVIe siècle. À l'intérieur, c'est comme si elle déambulait dans la version orientale du jardin d'Éden, avec ses plantes enchevêtrées, ses bassins frémissants. En outre, la disposition du lieu fait penser à un gigantesque labyrinthe.
Voici une autre attraction touristique emblématique de Longchuan. C'est l'ancienne résidence de Rutongxian. Bien sûr, après environ 500 ans, ce n'est plus tout à fait comme avant. Mais si vous commencez à vous promener dans ce labyrinthe, vous pouvez sentir les murs, les portes et tout le reste recommencer à vivre. Et peut-être que vous pouvez même imaginer cet endroit à son apogée dans toute son opulence et sa sophistication. C'est poussiéreux, sombre et un peu humide à l'intérieur, mais cela ajoute à l'attrait discret de cette demeure vieille d'un demi-millénaire. Quand vous regardez autour de vous, vous remarquez qu'il y a beaucoup de choses qui sont petites mais très intéressantes comme celle-ci. Ce n'est pas vraiment petit mais c'est intéressant. Durant ces beaux jours, on l'utilisait comme un écran pour préserver l'intimité des gens. Et si vous regardez de plus près, vous remarquez à quel point les sculptures sont complexes. Je parie que vous ne trouverez rien du genre à Ikea. C'est sous la dynastie Ming, durant laquelle vécut Ruzhongxian, que le commerce apporte prospérité à la région, permettant aux marchands et aux hauts fonctionnaires de se livrer aux arts traditionnels de la sculpture, de la peinture et de la menuiserie. Dès lors, la culture locale est florissante et atteint son apogée sous la dynastie Qing entre le XVIIe siècle et le début du XXe siècle. Elle se propage alors le long du Yangtze. Un principe fondamental de l'architecture locale est l'équilibre entre les structures artificielles et leur environnement naturel. Joey pense que c'est cette harmonie hypnotique qui lui procure une sensation de bien-être. Après une courte pause, elle reprend son exploration et le soleil est de la partie. À suivre, nous nous émerveillerons devant l'extraordinaire travail d'un maître de la sculpture sur bois. Dans une vallée, nous découvrirons quelle grande personnalité chinoise Dame Nature a choisi d'immortaliser dans la pierre. Dans cet épisode, Joey continue son voyage à travers le district de Tissi. Elle s'immergera dans le monde étonnant des arts anciens de la région. De l'architecture à la calligraphie, c'est un paradis pour les âmes créatives, où les sculpteurs sur bois et les fabricants d'encre vivent et respirent leur art. Alors qu'elle découvre les merveilles architecturales de la culture locale, Joey est curieuse de connaître leur processus de création. Les anciennes techniques des sculptures sur pierre, briques et bois du Huizhou sont renommées dans toute la Chine. De ces trois artisanats, la sculpture sur bois est le plus abouti. Voilà pourquoi Joey se rend dans un atelier de sculpture sur bois du district de Tissi. La sculpture sur bois du Huizhou remonte à la dynastie des Song entre les Xe et XIIIe siècles. Elles remplissent alors une fonction pratique comme pour des portes et les balustrades. Au fil des siècles, les hommes d'affaires de la région sont devenus de plus en plus riches. Ils devinrent plus exigeants et demandèrent aux artisans de créer des chefs-d'œuvre incroyablement ornés. En plus de son poids artistique important, la sculpture sur bois du Huizhou a une profonde valeur culturelle. Les œuvres d'art racontent des histoires, dépeignent des légendes et décrivent des principes confucéens tels que la piété filiale et la loyauté. Finalement, l'esthétique a pris le pas sur la fonctionnalité.
Et de nos jours, la qualité du produit final est stupéfiante. Maître de la sculpture sur bois, Monsieur Ni dirige l'atelier. Zhui n'en croit pas ses yeux devant tant de dextérité et de précision. Les gens ne voulaient pas de regard indiscret. Comment une personne pouvait-elle protéger sa vie privée? À l'époque, le verre n'existait pas. Vous pouviez utiliser du papier, mais c'est trop fragile. Donc ce panneau de bois était placé sur un rebord de fenêtre. L'architecture locale est connue pour sa simplicité et son élégance. Mais si vous y regardez de plus près, vous remarquerez qu'il y a beaucoup de décorations et qu'elles sont incroyablement détaillées. Un panneau comme celui-ci avait pour but de protéger l'intimité en le mettant sur le rebord de la fenêtre. Mais de nos jours, c'est principalement pour la décoration. Et celui-ci, je ne suis pas sûre de l'histoire qu'il raconte, mais on dirait qu'il y a 50 enfants qui font la fête avec un lion et un dragon et beaucoup d'instruments. Comment faites-vous pour créer leur visage? C'est juste l'expérience. Ils ont tous l'air si heureux. Et chacun des 50 enfants, dont la tête fait la taille d'un ongle, a une expression différente. Ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas de croquis ni de modèle. Combien de temps faut-il pour en faire un? Quelques mois. On utilise plusieurs types de ciseaux. Parfois, il faut 200 ciseaux pour faire une sculpture. Pour cette étape du processus, j'ai déjà eu besoin de 30 ciseaux. Donc ces sculptures utilisent 200 ciseaux différents pour un chef-d'œuvre difficile. Et je suppose qu'ils sont comme les pinceaux des peintres. Chacun est différent, avec une forme différente et une fonction différente, comme celui-ci. Je crois qu'ils l'utilisent pour racler le bois par derrière afin de donner un effet 3D à l'œuvre. Et on dirait que ça vous éclate dessus, ce qui est le cas. Ça ressemble à du matériel de dentiste. Mais c'est en fait un ciseau pour racler le bois. À 22 km à l'est du centre-ville de Tissi se trouve une chaîne de montagnes connue pour ses mystères. Joe est là pour tirer les choses au clair. Et il semble que beaucoup d'autres ont eu la même idée. Nous voici donc dans la vallée de Changshan. C'est une belle matinée pour une randonnée exténuante. Voici une icône de la région. On l'appelle Pai Chang Yen. Pai signifie 100. Chang, je pense que c'est une unité de mesure équivalente à environ 3 mètres. Et Yen signifie rocher. C'est une formation rocheuse monolithique très abrupte. Donc, si vous regardez plus haut, plus haut. Non, non, plus haut. C'est donc le sommet de la falaise. On dirait que Mère Nature s'est un peu amusée à créer cet endroit. Quoi qu'il en soit, c'est le moment de faire une randonnée. Cette randonnée prétendument épuisante est en fait une promenade tranquille, avec des escaliers et des rambardes de sécurité. Joey ne se plaint pas. Le soleil s'est levé, il y a beaucoup de couleurs et de mouvements. C'est en traversant les ponts suspendus que l'on ressent la plus grande montée d'adrénaline.
Ce canyon abrite 43 espèces de plantes rares, de roches millénaires, des bassins limpides et un spectacle minéral qui fait l'objet d'un pèlerinage pour beaucoup. Cette région fertile est connue pour avoir donné naissance à de nombreux intellectuels et artistes célèbres. Mais qui aurait imaginé que Mère Nature était elle-même sculpteur? Ça vous fait penser à qui? Une de vos connaissances ou une grande figure de l'histoire de Chine? À suivre, nous découvrirons les anciennes techniques de fabrication de l'encre et pourquoi l'encre du Huizhou a la réputation d'être la meilleure au monde. Nous aurons également droit à un cours privé de calligraphie. Aujourd'hui, ici à Tissi, Joey va découvrir une autre caractéristique extrêmement importante de la culture du Huizhou. Non, ce n'est pas un rituel bizarre d'adoration du feu. C'est la méthode séculaire de faire de l'encre. On commence avec la collecte de la suie, qui est ensuite mélangée à de la colle organique et à d'autres ingrédients secrets. L'encre du Huizhou est considérée comme la meilleure du monde. Elle fait partie de ce qu'on appelle les 4 trésors du lettré, à savoir le pinceau, le papier de riz, la pierre à encre et le bâton d'encre. La province de l'Anhui est réputée pour produire ces 4 trésors. Nous sommes à la fabrique d'encre Rukaiwen qui a lancé sa production en 1782. C'est la plus ancienne et la plus célèbre fabrique d'encre du Huizhou en Chine. Malgré la baisse de la demande, elle reste l'un des principaux producteurs de bâtons d'encre. Une fois que le mélange est compressé et moulé, le plus souvent dans une forme rectangulaire et longue, il est soigneusement exposé à l'air pendant plusieurs mois. Et une fois sec, il est prêt à être décoré. La création de ces bâtons d'encre s'est raffinée sous la dynastie Qing. Ils étaient alors conçus dans différentes formes et décorés avec des images et des poèmes. Et certains d'entre eux sont si précieux qu'ils valent même plus que leur poids en or. Monsieur Wang est un maître qui a hérité des connaissances et des techniques de fabrication de cette encre. Ces dernières ont été reconnues comme faisant partie du patrimoine culturel immatériel.
La bonne encre est chère, principalement à cause des matériaux. Quand on fait de l'encre, les gens ajoutent des ingrédients utilisés en médecine traditionnelle chinoise pour éviter que le bâton d'encre ne moisisse. Cela améliore également la brillance et la couleur de la calligraphie de sorte qu'elle dure plus longtemps sur le papier. Certains ajoutent même de la poudre d'or. Cela augmente la valeur. Petite leçon de culture chinoise avec Jay. Si j'ai bien retenu tout ce que Monsieur Wang m'a appris à l'instant, il y a 4 façons de dire ce qui fait un bon bâton d'encre. Premièrement, il doit être léger, c'est-à-dire qu'il est fait de bons matériaux et que les particules de carbone qui composent ce bateau d'encre sont vraiment petites. Deuxièmement, on doit entendre à l'oreille qu'il est très dense, donc qu'il n'y a pas d'air à l'intérieur. Ça signifie qu'il ne se fissurera pas plus tard. Et troisièmement, si vous les mélangez avec juste un peu d'eau, l'encre se forme immédiatement. L'artiste gagne ainsi du temps quand l'inspiration lui vient. Et enfin, regardez ce bâton d'encre. Il est joli et brillant comme du jade poli. Je suis venue ici sans même savoir que l'encre était dans un état solide. Et maintenant, je peux être un juge international pour évaluer la qualité des bâtons d'encre. Bien! C'est l'après-midi. Chloé se rend dans le centre-ville de Tissi. Après avoir bavardé avec de charmantes retraitées, elle déambule dans les rues. Et quelque chose qui lui rappelle l'époque de l'école primaire attire son attention. D'accord. Elle n'était certainement pas aussi concentrée, sage ou talentueuse d'ailleurs. Mais elle suivait une fois par semaine un cours de calligraphie. Et elle avait aussi un merveilleux professeur. Dans notre monde de plus en plus informatisé, l'art de la calligraphie chinoise disparaît progressivement. Donc voir toute une classe d'enfants tremper leurs pinceaux dans l'encre est un moment étonnamment émouvant pour elle. Je me promenais dans les ruelles du district de Tichy et je remarquais une salle de classe ouverte avec tous ces enfants à l'intérieur et ils font tous de la calligraphie chinoise. Cela me rappelle un peu quand j'étais une enfant écervelée. J'aimais vraiment écrire, alors je suivais des cours de calligraphie extrascolaires, mais bien sûr c'était de l'anglais. Ici, c'est quelque chose de complètement différent. Regardez ce que fait ce garçon. C'est incroyable. Je pense que je devrais essayer. Oh my God. Oh mon Dieu. On dirait que tout dépend de la façon dont vous déplacez le pinceau, la pression et l'angle. Guan Hai Qing Dao. Je n'ai aucune idée de ce que ça signifie. Regardez la mer et écoutez les vagues. Voilà ce qui est écrit. Cela implique de rester calme et de rester humble, même après un succès considérable. Bien sûr, ça a l'air extrêmement facile quand on voit Monsieur Wang à l'œuvre. Il lui a fallu seulement 3 minutes pour tout faire. Je dois me procurer un de ces trucs. Cool! Ah, c'est superbe!
D'accord, à mon tour. Monsieur Wang me montre comment écrire mon nom chinois. N'allez pas croire que je peux faire ça. Vous pouvez m'apprendre comment faire? Pas mal. Je pense qu'il est très gentil. Ça n'est probablement pas si mal pour un œil non averti. Mais Joey devine ce que Monsieur Wang en pense. Ce sont juste des gouttes d'encre. Oh mon Dieu, c'est affreux. Exercez-vous encore ici. Non, c'est si dur. La pratique mène à la perfection. Ma main est trop fatiguée. Qu'est-ce que vous en pensez, hein? J'ai écrit laquelle à votre avis? Ils peuvent le dire immédiatement. Bien, ça a l'air évident. Comment est ma calligraphie? Bien. Ils sont très généreux dans leurs commentaires. C'est bien? Oui. Elle me dit un mensonge. Bien. Je suppose que j'ai un souvenir à emporter. La calligraphie chinoise est en fait, vous savez, elle vaut beaucoup, mais je suppose que cela prend du temps et de la pratique. Celle-ci, je devrais peut-être payer quelqu'un pour qu'il accepte de me l'apprendre. Voilà, c'est tout pour le district de Tichy. Nous venons de passer 7 jours extraordinaires ici et nous venons à peine d'entrevoir les richesses culturelles et historiques du coin. Je te tue à la prochaine fois dans Carnet de route.